Amis du Congo, amis de l'Afrique, les lampions du 15e sommet de la francophonie se sont éteints ici à Dakar. Durant cette période, les projecteurs étaient braqués sur les grandes personnalités telles que les présidents de la République, les chefs de gouvernement. Mais un sommet comme celui de la francophonie a en réalité ce que l'on appelle les acteurs de l'ombre, les gens qui maîtrisent les dossiers et qui apparaissent rarement et qui souvent détiennent aussi les grandes décisions. Parmi ces personnalités, nous avons eu la chance de croiser M. Paul Sapou ici à Dakar, Paul Sapou de la FIDH. Alors avec lui, nous allons essayer de voir ce que eux, les activistes, ont pu d'abord tirer comme leçon de ça et surtout ce qu'ils entrevoient comme action d'avenir. Monsieur Paul Sapou, bonjour. Bonjour, Cheikh Fita. Vous retrouvez ici à Dakar, ce n'est jamais gratuit. Et pouvez-vous nous dire ce qui a été le plus intéressant pour vous dans ce sommet qui vient de se terminer? Eh bien, pour nous, à comparer les deux sommets qu'il y a eu, celui de Kinshasa et celui de Dakar, nous avons beaucoup apprécié l'organisation ici de ce sommet. Dans l'espace de quelques temps, ils ont réussi le pari de la bonne organisation, impeccable, et tout était bien fait pour la meilleure participation des acteurs de la francophonie. Ça, c'est le premier élément. Et nous avons été aussi impressionnés par l'examen et le débat qu'il y a eu autour de la problématique de femmes et de jeunes par rapport à leur participation au processus de prise de décisions dans chacun des pays membres de la francophonie. Et certes, tous les aspects ont été abordés et donc la société civile a apporté une grande contribution pour que la future secrétaire générale de l'OIF ait du pain sur la planche et qu'on dépasse le cap de, si vous voulez, les caps de ratification des engagements qui ont été pris pour promouvoir la femme et le jeune dans différents pays membres de la francophonie par rapport à la participation de cette catégorie sociale dans la gestion du pays, dans la gouvernance, etc. Alors, au-delà de ces aspects que l'on connaît, et bon, on a la question d'actualité, cet invité à ce sommet. Et je pense que vous avez abondamment, disons, repris les discours des uns et des autres. Mais ce qui nous paraît intéressant, c'est le discours du président français, Hollande, qui a mis vraiment le point sur les i en ce qui concerne la préoccupation des populations africaines en général et celles de pays membres de la francophonie en particulier par rapport à la vague des tentatives, si vous voulez, de modification des constitutions et des lois importantes organisatrices des élections afin de maintenir certains chefs de l'État au pouvoir quand bien même sur le plan constitutionnel ils n'ont plus le droit de se représenter. Donc cette question s'est invitée au sommet. Les chefs de l'État certainement en ont parlé directement entre eux. Et bon, au-delà, en dehors des caméras et autres, mais le président Hollande a eu le mot juste et a été applaudi par les populations, si vous voulez, africaines de pays de l'espace francophone. Alors, au niveau de nous autres de la société civile qui avions, si vous voulez, quadrillé ces sommets, à ce niveau-là, nous avons crevé l'abcès. C'est ainsi qu'au cours des différentes tables rondes, les sociétés civiles africaines
de pays membres de la francophonie sont revenus sur ce qui s'est passé au Burkina Faso, sont revenus sur une analyse profonde de toutes les dispensations qui ont été ratées pour l'Afrique, qui constitue en fait un mouvement d'ensemble de peuples africains vers plus de démocratie depuis que le mur de Berlin est tombé. Depuis les années 1990, avec la vague de conférences nationales dans plusieurs pays, le peuple était déjà debout. Sauf que les pseudo-structures animées par des anciens dictateurs qui y ont donné l'impression de se convertir en démocrates ont pu retarder l'avènement vers plus de liberté, plus de droits pour les peuples africains. On connaît tout ce qui s'est passé après 1990 dans des pays comme la République démocratique du Congo. Et tout a été récupéré sur fond même des crises, des conflits armés qu'il fallait absolument comprendre que ce sont aussi des mécanismes par lesquels le régime dictatorial se maintiennent. Voilà pourquoi, avec les vagues, si vous voulez, de revendications ou de révolutions, d'aucuns ont pensé que voilà, il faut, après le printemps arabe, qu'il fallait aussi le printemps de pays africains. Mais nous disons que ce printemps-là avait déjà commencé avec 1990. Mais maintenant, avec la maturité qui est acquise, et qu'aujourd'hui on a constaté que les dictateurs se maintiennent par, si vous voulez, la manipulation des textes, alors on s'est vite dit qu'il faut monter une campagne à la fois africaine, internationale et au niveau international pour dire non à toutes ces manipulations. C'est comme ça que le cas de Burkina Faso a servi beaucoup pour retourner les dossiers dans tous les sens et comprendre que maintenant il faut une mobilisation, un mouvement d'ensemble pour dire non, et avec une campagne que la FIDH et ses partenaires, ses ligues membres viennent de lancer ou ont lancé depuis les sommets, je dis bien, les sommets Amérique, États-Unis d'Amérique, Afrique. Une campagne si simple, mon vote doit compter. Et si mon vote doit compter, moi en tant qu'électeur congolais, de Brazzaville, congolais, du Congo-Kinshasa, ou burundais, ougandais, ou rwandais, mon vote doit compter, non pas dans un contexte de manipulation des textes et même de certaines étapes importantes du processus électoral, par exemple le recensement, comme on semble comprendre maintenant qu'à Kinshasa, avec des gens du pouvoir comme le PDG, je ne sais pas moi, le responsable de ce qu'on appelait l'ONIP, l'Office national de l'identification de la population, tout ça c'est de la manipulation pour retarder les échéances, pour se taper encore le temps d'un recensement qu'ils vont manipuler avec des chiffres manipulés. On a compris que c'est une tentative et là nous disons non. Et nous, la société civile africaine, congolaise, africaine et mondiale, nous disons non, 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 non. On a compris et les autorités congolaises doivent tirer les conséquences de leur roubaldise, si vous voulez, leur turpitude, etc. et se retirer un point, un trait. Voilà pourquoi cette campagne, à chaque élection, sera adaptée aux réalités de chaque pays et nous serons debout partout. Nous prendrons tous les forums mondiaux, continentaux, nous les prendrons vraiment pour faire passer les messages. Et cette fois-ci, comme les Occidentaux l'ont dit, ils seront derrière le peuple. Les Américains le disent, ils seront derrière le peuple. Mais gare à ceux-là qui pensent qu'ils peuvent encore verser le sang des Africains, puisqu'ils ont là les armements, ils ont l'armée, ils ont les moyens de l'État. Gare à ceux-là, ils seront rattrapés, je dis bien, par la justice. Et quand je parle de la justice, je pèse mes mots et je sais comment nous allons agir et récupérer tous ces gens-là. Il est grand temps qu'ils laissent le pouvoir, pas si tard, mais le plus tôt possible. Pas faire comme Blaise Compaoré l'a fait, pratiquement à la veille de sa messe,
à l'Assemblée nationale, mais notre mobilisation a fait qu'on ne lui a pas donné le temps. Et aujourd'hui, il est presque perdu dans l'exil au Maroc, à gauche, à droite, mais il sera récupéré sur certains dossiers sensibles. Bien, merci M. Paul Sapou. Un dernier mot à l'intention des activistes de la société civile en RD Congo. Oui, qui ne se divisent pas. Hein. J'ai vu la manipulation d'hier, par exemple, mardi, la manipulation d'une certaine marche contre l'opération Likofi, une marche organisée par les classiques de lèche-bottes des partisans de celui qui est au pouvoir actuellement. Une marche téléguidée par Lambert Mende, une marche téléguidée par des gens comme Pius Mwabilou. On a compris que ces gens, c'est le pouvoir qui les intéresse. Donc c'était une fausse société civile, c'était tout simplement une manipulation politique. Voilà pourquoi nous disons que cette société civile ne doit pas se laisser faire, elle doit se mettre debout, nous sommes avec elle. Et les confessions religieuses, notamment l'Église catholique, nous sommes, cette fois-ci, il faut aider le peuple congolais à se mettre debout, puisque nous accusons un très très grand retard par rapport au développement. Vous voyez, dans ces pays, par exemple, tout fonctionne bien. Quelles richesses ils ont à comparer à nos richesses à nous. Mais par contre, on apprend, et avec des sources dignes de foi, que ce sont les détournements. Comment un chef de l'État, en l'espace je ne sais pas moi, 12 ans de règne, etc., peut accumuler des milliards et des milliards de dollars américains, etc., pas moins de 10 milliards de dollars américains, etc. Donc vous comprenez que quelque part, ces gens sont là pour leurs intérêts et non pas les intérêts du peuple congolais. Donc je demande à la société civile de tenir bon et la victoire n'est pas loin. Monsieur Paul Sapou, nous vous remercions. Merci beaucoup, Cheikh Fita.